Bonjour et bienvenue dans Hope Upon a Time. Dans ce podcast, j'ai eu envie de vous raconter des histoires d'hommes et de femmes connus ou inconnus, qui ont traversé des épreuves, la maladie, les coups durs, les doutes et qui, grâce à leur passion, ont trouvé la force d'avancer. Le sport, la danse, l'équitation, le chant, peu importe la forme, c'est cette passion profonde qui les a guidés, qui les a aidés à se dépasser et à redonner du sens à leur vie. Bienvenue dans Hope Upon a Time, un espace où l'on explore ces chemins de résilience et d'élan vital. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Florence Lafragette, présidente et directrice artistique de la Maison Pétrus, avec elle on va parler de sens, de création, de belles matières et d'élan. Florence est aussi Bordeaux, la belle endormie, la ville qui a formé son regard. Et la Fondation L'Oréal, où elle a œuvré pour rendre visibles les femmes créatrices, chercheuses et bâtisseuses. Florence, bonjour. Bonjour Annabelle. Alors, bienvenue dans Hope Upon a Time. Ça tombe bien parce que ensemble, on va raconter une histoire. On va raconter ton histoire, mais on va aussi raconter l'histoire de notre partenariat. On va peut-être replacer, comme d'habitude, les petites cases. On s'est rencontrés il y a 3 ans au Jumping Paris Eiffel. J'ai vu que tu faisais des foulards waouh. Et aujourd'hui, nous allons lancer, alors quand l'émission va passer, on aura lancé notre partenariat Hope. Tu vas te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire, mais j'aimerais juste en quelques mots, l'autre jour, on a eu notre premier call, et je me suis dit, cette fille, j'ai l'impression de ressentir tout ce qu'elle ressent. J'ai l'impression que tu es une hyperactive, une créatrice, une fonceuse, mais quelqu'un qui s'ennuie vite. C'est vrai. C'est vrai, tu as tout dit. Je pense que je ne sais pas par où tu souhaites que je commence. J'aimerais que tu nous racontes comment tu étais, parce que effectivement, tu reprends à Maison Pétrus, tu as travaillé dans les vins, tu as travaillé à la Fondation L'Oréal. Comment tu étais petite? Elle était comment la petite Florence avant de faire tout ça? Alors moi, mon moyen d'expression, c'était le dessin. Je dessinais tout le temps, beaucoup. C'était vraiment... et c'est très marrant parce que dans les dessins que je fais aujourd'hui, on retrouve mes dessins d'enfants. J'ai un vrai... si on met les dessins, je faisais beaucoup de dessins un peu en mode dessin de mode, et des petits personnages, souvent des personnages féminins, et on les retrouve aujourd'hui, vraiment. Et après le dessin, j'ai fait du théâtre, beaucoup. Et c'est vrai que... je pense que j'ai eu besoin de sortir un peu de ma réserve et d'apprendre à communiquer autrement. Et je me suis passionnée pour le théâtre. Et du coup, t'en as fait un petit peu en tant que professionnelle ou pas du tout? Non, je me suis arrêtée au conservatoire de théâtre. Et, quand même, t'as fait le conservatoire en fait, j'ai fait des études de droit et j'ai fait quelque chose qui était quand même plus sérieux. Qui était plus sérieux, mais qui n'était pas toi. Qui n'était pas complètement moi. Mais finalement, aujourd'hui, je me dis que c'est finalement assez moi d'avoir cet équilibre entre des choses plus structurées et des choses très créatives. Donc, j'ai vraiment les deux. Donc c'était quand même assez moi. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu reprends la Maison Pétrus, mais tu es passé par des cases complètement éloignées, et peut-être pas si éloignées que ça, puisque tu as travaillé dans la vigne, dans le vin, pendant plus de 10 ans, puis la Fondation L'Oréal. Raconte-nous un peu ce parcours, qu'est-ce qui te fait, alors déjà, accepter de gérer une équipe et du vin, alors que c'est a priori quelque chose que tu ne voulais pas faire? C'est exactement ça. Elle est peut-être là, ta résilience, d'avoir... Oui, je pense que c'est souvent de l'adaptation, en fait. Je pense que depuis toujours, je me suis adaptée. Tu l'as pointé du doigt avec ce qui me passionnait et finalement ce que j'ai fait comme études. Et ces études de droit m'ont passionnée parce que j'adorais la justice, le droit, ce qui est juste. Et j'ai trouvé que c'était absolument... passionnant, cette construction de pensée aussi. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée, ça m'a aussi passionnée. Et je pense que j'aime quand je suis passionnée par quelque chose. Ouais, il te faut un truc et tu vas creuser jusqu'au fond. Et donc, je me suis vraiment passionnée par ce sujet. Et au départ, je voulais être juge. Et puis ensuite, j'ai voulu être avocate. Je pense que c'était cette histoire avec la parole. Et en fait, j'allais vraiment... pour moi, le chemin était tracé, alors qu'il aurait dû être
tracé dans les rangs de vignes parce que je suis une 6e génération de viticulteurs. Donc, j'étais plus élevée avec l'idée d'être entrepreneur, de reprendre un vignoble familial. Et donc, je pense aussi que si j'ai fait du droit et si je voulais être avocate, c'était pour avoir une sorte d'incompatibilité de profession et pas pouvoir le faire. Et c'était quelque chose qui, finalement... C'était inconscient, mais... C'était inconscient, je pense, mais ça aurait décidé pour moi que les deux sujets n'étaient pas compatibles. Et finalement, j'ai fait un stage dans la Napa Valley en Californie. J'ai trouvé que l'approche du vin beaucoup plus ouverte sur le monde, beaucoup plus ouverte sur le tourisme, très différente en termes de créativité, de liberté, de créer des vins différents, des étiquettes, de beaucoup plus s'amuser. J'ai trouvé que c'était assez passionnant. Donc sur le côté très artistique aussi. Complètement. Du lien, je pense, de la communication, du lien, du côté plus artistique, du côté où tout est possible. Et c'est vrai que quand je suis rentrée à Bordeaux dans ma famille, c'était un moment charnière, et j'aime bien ces moments charnières où, en fait, j'ai pas tellement eu le choix. Je pense que allez, vas-y. Voilà, c'est une question d'opportunité, de personnes qui changent et voilà, il fallait reprendre des propriétés familiales. Et mon père m'a pas donné le choix. Et il m'a dit, je pense que ça t'irait très bien. Et je pense que c'est pour toi. Donc évidemment, j'ai refusé parce que je me sentais pas prête. Mais comment tu l'as vécu ça dans ta tête de dire waouh, je pense que j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait. Je pense que j'avais à peine 25 ans. C'était la période des vendanges. Il pleuvait. C'était un peu, c'était compliqué en fait parce que il faut gérer des vendanges dans des bonnes conditions. Et donc au lieu de réfléchir, j'ai agi. Et quelques mois après, en fait, je me suis rendu compte que j'avais dit non, mais j'étais là. Ah ouais, quand même. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans cette histoire? Est-ce que tu as réussi à mettre ta patte? Et est-ce que tu as trouvé du sens? Parce que je sais que ce que tu cherches dans la vie, et tu le dis beaucoup dans tes interviews ou dans ce que tu écris, la chose la plus importante pour toi, c'est de trouver du sens. Oui, je pense que c'est cette idée de chemin aussi. Et tu le disais tout à l'heure, j'ai changé de vie plusieurs fois et c'est vrai que dans ce chemin, je pense que j'y trouve du sens et pour moi, mais pour les autres aussi, je pense que c'est important. Et donc, qu'est-ce que j'y ai trouvé et comment j'y ai mis ma patte? C'est une vraie question parce que c'est pas du tout une question que je me posais à cette époque-là parce que mon objectif, surtout quand on... C'était que ça fonctionne. Voilà, quand on a 25 ans, quand on a la responsabilité de 50 personnes, de 100 hectares de vignes, de vin à vendre, à 25 ans, tu te retrouves avec 50 personnes 50 personnes. Donc, j'étais pas du tout légitime, je connaissais rien, je n'avais jamais travaillé, enfin... Si, beaucoup avec ma famille est toujours impliquée quand même, mais là c'est pas du tout la même chose. Et donc c'est vrai que j'avais pas un plan comme là quand j'ai repris Pétrus, je savais ce que je voulais faire, où je voulais aller, j'avais réfléchi. Là, j'avais pas réfléchi une seconde. En fait, ça s'est fait en avançant, en vendangeant certainement au départ, et l'histoire s'est construite comme ça. Et j'ai pas eu le temps de la réflexion. C'est après a posteriori. Donc tu as été instinctive. Je pense que j'ai été très instinctive et ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a aidée à savoir qui j'étais, ce que j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire. Et c'est aussi, je pense, quand je suis arrivée à la fin d'une certaine histoire, que j'ai eu envie de changer en fait. J'ai fait du vin, je pense comme j'avais envie de le faire, sans vraiment m'en rendre compte, mais inspiré certainement de ce que j'avais pu voir en Californie notamment, inspiré de ce que j'avais vu dans ma famille aussi, l'accueil, le lien avec les touristes, pas que les journalistes ou pas que les clients importants, mais le vin, c'est un produit de partage, tout le monde peut venir visiter une propriété, c'était ma conviction, et en particulier pendant les moments clés, pendant les vendanges, les périodes des assemblages, les moments charnières, encore une fois, et les moments où il se passe vraiment quelque chose, et ces moments-là qu'on a envie de partager, en fait, et de faire partager. Donc ça, c'était une conviction, et ensuite, cette autre conviction qui était le vin,
c'est très sérieux parce qu'on essaie de faire les choses du mieux possible. Mais c'est compliqué. Mais surtout, c'est du partage, c'est de la vie, c'est des échanges. Donc ça ne doit pas être si sérieux que ça. Donc il faut pouvoir avoir des belles étiquettes, raconter des belles histoires. Donc tu as amené vraiment ta touche de fun. J'ai apporté cette histoire de un peu de poésie certainement et du lien et oui, un peu de fun parce que j'ai lancé des vins un peu fun, des façons de déguster aussi des étiquettes colorées. C'est ça. Ouais. Mais oui, parce que pour moi, c'était ça qu'il fallait apporter en fait. Tu as dessiné aussi ? Oui. C'est marrant de te dire que tu diriges 50 personnes et que tu vas dessiner les étiquettes. Oui. Ouais. Comment les gens te percevaient ? Elle est un peu fofolle, ou justement elle nous emmène dans des chemins où on ne pensait pas aller dans ce milieu-là. En fait, c'est ça. Je pense qu'au départ, ça faisait un peu sourire. Et ensuite, quand on a vu que ça avait un vrai impact, qu'on avait envie de venir rejoindre ces visites, que mon vin se vendait bien, parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de propriétés viticoles dans le monde, beaucoup de propositions, donc il faut aussi sortir de cette histoire avec des histoires qui rencontrent des personnes. Et je pense que comme ça a marché, on m'a écoutée et j'ai eu une émission de télé pendant 5 ans qui s'appelait La vie de château, qui permettait de visiter avec un prisme différent des propriétés viticoles. Donc, en fait, c'était toujours cette histoire de raconter des histoires. Et on y vient, Hope Upon a Time. Hein. Ah oui, c'est pour ça que moi, ça résonne tellement, pour plein de raisons, mais pour celle-ci notamment. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi alors ? Tu dis que tu as appris plein de choses sur toi. Alors, j'ai appris que je savais communiquer, ce que je ne pensais pas. J'ai appris que j'étais créative, ce que je savais. Non, Tu dis que tu dessinais depuis petite. Oui, mais pour moi, c'était... je ne me rendais pas compte, ça faisait partie de moi, en fait. Je ne me rendais pas compte que tout le monde n'était pas comme ça, en fait. C'est vrai. Quand les enfants, tous les enfants dessinent. Mais on ne se rend pas compte, je ne me rendais pas compte que pour moi, c'était particulièrement important. Et donc, je pense que j'ai découvert que j'étais créative, parce que c'est ce qu'on me disait aussi, c'est ce que et on me faisait venir pour des réflexions, pour ma créativité. Ensuite, L'Oréal est venu me chercher justement parce que j'avais fait les choses différemment et justement pour ce côté entrepreneur qui était capable de raconter des histoires. Tout en une en fait. Tu sais tout faire. Donc non, mais c'est vrai que j'ai découvert que créer, raconter des histoires, révéler des histoires, c'est quelque chose que j'aimais faire et que je savais faire. Ouais. Donc après, L'Oréal vient te chercher. Donc tu abandonnes 10 ans. Tu as travaillé 10 ans dans la vigne. Oui, c'est ça. À peu près. La fondation L'Oréal, donc là, ça pose. Alors là, de la vigne. Non, c'était encore plus incroyable. J'ai commencé avec Helena Rubinstein, la femme qui a inventé la beauté, la cosmétique moderne. Donc ça, c'est ça vraiment qui a été le déclic. Encore une histoire. Te dire, elle vient me chercher, quoi. Encore une très belle histoire. Alors c'était le groupe L'Oréal au départ, sans une marque en particulier ou sans une. Et donc on m'a appelée au tout départ parce que mon profil intéressait, parce que ce côté entrepreneur était atypique, intéressait. Et ensuite cette rencontre s'est faite un peu plus tard avec Helena Rubinstein, qui a été la première marque pour laquelle j'ai travaillé. Je me suis occupée de la communication internationale et du marketing digital au moment où tout commençait en fait. Et c'est ça qui m'a fascinée. Tout était à créer. Tout était à créer, le premier site internet, l'un des premiers sites internet du groupe, tout ce qui était réseaux sociaux, tout ce qui était nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Parce que tu n'avais pas de formation là-dedans. Non, mais comme dans le vin, j'ai tellement communiqué. En fait, je pense que j'avais commencé à comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'était instinctif en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que chez L'Oréal, je l'ai structuré. Mais c'est vrai que
au départ, je crois que j'ai passé 9 entretiens pour rentrer. Pendant les entretiens, je refusais en fait. Je disais non, je veux pas parce que c'est pas comme j'ai fait dans le vin finalement. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je suis pas légitime. Prenez un vrai communicant. Ah ouais. Et parce que j'y croyais pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que on a tous finalement les mêmes enjeux de communication. Et finalement, l'objectif, c'est de toucher le cœur des personnes, c'est de réussir à raconter une histoire d'une façon différente. Donc j'ai fini par me passionner pour cette marque Helena Rubinstein. Et d'ailleurs, j'y suis restée 4 ans. La fondation, c'est arrivé à la fin. Ah, la fondation, ça a été mon dernier job chez L'Oréal. Mais en tout, tu es resté 10 ans aussi chez L'Oréal. Exactement, oui. Et alors après, donc tu travailles dans la cosmétique. Donc là, pareil, tu créais encore pour raconter une histoire. Et après, la fondation, c'est autre chose, parce que là, tu vas lever des fonds. Alors, je ne levais pas des fonds, donc c'était en effet pas forcément la même position que tu as aujourd'hui. J'avais une grande chance, et la Fondation L'Oréal a une grande chance, c'est d'avoir un fondateur qui est le groupe L'Oréal. Ouais. Donc les fondations d'entreprise, elles ont cette chance, c'est qu'elles n'ont pas forcément besoin d'aller chercher des fonds, mais elles doivent s'entourer des meilleures associations, et certainement à l'époque, on aurait eu le même coup de cœur qu'on a eu aujourd'hui. Mais c'est s'entourer de très belles associations, d'ONG qui font toutes un travail formidable pour réaliser, opérer des programmes, les créer, et ensuite c'est les associations finalement qui sur le terrain œuvrent. Et c'est tout ce travail-là que j'ai adoré faire, ce travail d'ingénierie de projet, de réfléchir à des projets qui ont du sens. Et notamment, l'un des grands sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'est les sujets d'accompagner des femmes atteintes de cancer. Donc ça a été l'un des grands sujets, l'éducation et accompagner des personnes sur le chemin de la guérison et de la réinsertion sociale. Ça a été mes 2 grands sujets. Et je pense que je l'ai gardé après. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui continuent à me toucher. En fait. Et puis, c'est surtout peut-être un sujet dont on ne parlait pas à l'époque. C'est très vrai. On commençait à en parler. On en parlait beaucoup moins et c'était pas facile d'en parler. Ouais, c'était pas facile parce que regarde aujourd'hui, un grand sujet qui arrive sur le tapis, c'est la ménopause. C'était on ne prononçait pas ce genre de mots il y a quelques années. Et la santé des femmes, aujourd'hui, tu as l'impression qu'elle est quand même au cœur de toutes les entreprises, alors que c'était pas vraiment un sujet il y a quelques années. Oui. Donc du coup, c'est comment tu viens après de L'Oréal à allez, je reprends Pétrus. Alors c'est toujours cette histoire de cheminement et d'articulation en fait. Est-ce qu'il y a un moment, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis je m'ennuie, ça y est, j'ai bouclé la boucle. C'est ça que je sens chez toi, de dire cette espèce d'impatience, ce cheval qui piaffe un peu. Bon, là, je pense que j'ai fait ce que je savais faire. Il faut que quelque part le goût du risque aussi. Alors c'est peut-être pas ce que j'ai fait, ce que je savais faire, mais j'ai eu l'impact que je voulais. Et ensuite j'ai plus d'impact ou j'ai plus quelque chose de particulier à apporter et il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le relais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je disais dans le vin parce que j'étais tellement habitée par ce sujet, on pensait que j'allais jamais changer en fait. Et c'est rare de changer aussi souvent de métier en fait. Et c'est vrai que oui, je pense que quand on est arrivé, enfin en tous les cas, quand moi j'arrive au bout de quelque chose que je pense que j'ai envie d'aller me réinventer et puis de voir comment je peux avoir un meilleur impact et comment mon énergie peut avoir le plus d'intérêt en fait. Mais T'as eu un syndrome de l'imposteur dans toute ta carrière ou des moments où tu te disais là je suis pas à ma place et en même temps tu sais quand même que tu es quand même à ta place sur certaines choses mais en fait c'est qui te pousse à prendre le risque. C'est cette grande ambiguïté, c'est tout le temps, hein. Toujours le syndrome de l'imposteur forcément avec des remises en cause permanentes. Et quand même une certaine certitude que à ce moment-là, je suis vraiment à ma place. Et je pense que c'est quand je vois que j'ai plus quelque chose à apporter que je me dis là, c'est vraiment le moment de changer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que quand on a la chance de la Fondation L'Oréal, le mécénat, c'était un rêve absolu. Mais après, il fallait que j'aille reprendre un autre job plus business.
Et c'est vrai que quand on a fait ça, c'est très difficile c'est tellement beau, on fait des choses tellement fortes, tellement belles. Et j'ai découvert énormément de sujets et de personnes incroyables que je ne me voyais pas continuer en fait. Et j'ai réalisé que ce qui m'animait vraiment, c'était créer. Et c'est là que, en fait, c'est ce chemin qui et ces points qui se relient. Et finalement, on se rend compte que voilà, ce que je suis moi, enfin en tous les cas à ce moment-là, certainement encore aujourd'hui, j'ai cette envie de créer, de me renouveler aussi et de renouveler et de travailler sur un sujet aussi à réenchanter. Donc c'était ça vraiment l'envie. T'as jamais fait de peinture ou de... Si, toujours. Tu as d'expositions et tout ça? J'ai toujours peint. Je montrais peu. Maintenant, je suis un peu obligée parce que beaucoup de mes dessins et de mes peintures sont dans les foulards Pétrus, mais je montrais peu. Alors là, ce qui est dingue, c'est que tu as repris la maison Pétrus, mais du coup, finalement, tu as repris la maison Pétrus parce que ce qui t'intéressait, c'est le côté artistique de la chose. Peut-être pas l'histoire aussi de la maison, mais c'est toi qui dessines les foulards. Alors pas tous, parce qu'on a beaucoup de partenariats avec des artistes, avec des grands musées. Et en fait, je pense que c'était cet assemblage de beaucoup de choses. Et comme on le disait tout à l'heure, quand tu me disais, mais tu as fait du droit un peu contre nature, non, parce que je pense que j'ai ces deux natures. En fait, t'as quand même un côté carré. J'ai un côté, c'est ça, assez ce moteur entrepreneurial et cette envie de structurer, développer, et ce côté très créatif. Donc finalement, parce que sinon j'aurais tout simplement j'aurais fait uniquement des tableaux, mais j'avais envie que tu as besoin des deux. J'ai besoin de cet équilibre. Oui. Donc Pétrus, c'est quoi? C'est la rencontre C'est une rencontre avec une maison que je connaissais, parce que la maison Pétrus va avoir 30 ans cette année. Donc c'est une maison que je connaissais. Un lien avec le vin aussi. Un lien avec le vin, des ateliers dans le vignoble de Bordeaux. Donc toujours des histoires qui se recoupent. Et donc je connaissais, je voyais le potentiel, j'avais très envie de continuer à tisser l'histoire avec une histoire plus de fabrication française qui n'était pas là à l'époque, de mettre en place des partenariats forts comme celui qu'on est en train de mettre en place. Et c'est vrai que c'est pas le premier parce que chaque année on a un ou deux beaux projets en partenariat avec des associations ou des causes qu'on soutient. Donc j'avais envie de ça, et je trouve que c'est ça aussi, de pouvoir reprendre une maison comme Pétrus. Ça permet de pouvoir avoir un impact et de pouvoir naviguer au gré des collections, au gré des rencontres, et pouvoir avoir un impact pour les autres aussi. Alors, repose-nous un peu ce qu'est la maison Pétrus, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, qui connaissent le vin, mais qui se disent nous, quand on fait une collab avec Pétrus, c'est quoi Pétrus? Donc, c'est important. Et pourquoi cette maison n'a pas la visibilité qu'elle pourrait peut-être avoir et vers laquelle tu vas l'amener? Alors, Pétrus, c'est une jeune maison puisqu'elle a 30 ans cette année. Ça fait 7 ans que je l'ai rachetée, donc c'est peut-être mon âge de raison cette année. Donc, on a plein de très très jolies collaborations, tu en parlais, des dialogues avec des grandes institutions, et donc ça va rythmer toute cette année, parce que l'idée des 30 ans, c'est pas célébrer le passé, mais c'est plutôt ouvrir des portes sur ce qu'on fait aujourd'hui et sur l'avenir. Donc Pétrus, tout simplement, c'est on crée des foulards entre art et art de vivre. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça, la connexion avec le monde de l'art et l'art de vivre, parce que je dis toujours, une étole, un foulard, ça permet de révéler une personnalité. On a tous une façon de porter un foulard. Oui, toi, tu as une façon, on dit, moi, quand je mets un foulard, j'ai l'impression de ressembler à une femme en chimio, donc tu vois, non mais c'est vrai, des fois, quand je les mets, mes enfants me disent, non maman, je dis, bon, ok, mais quand je vois comme tu portes ça, c'est magnifique. Oui, j'ai toujours noué des foulards comme ça. Alors avant, je jouais avec les foulards de ma grand-mère et je les portais au lycée, en ceinture, dans les cheveux. C'était pas du tout, ça se faisait pas du tout. Aujourd'hui, on joue beaucoup plus avec des foulards. À l'époque, c'était c'était pas forcément très naturel, on va dire. Ça l'était vraiment pour moi. Et donc, j'ai toujours aimé porter des foulards comme ça dans les cheveux, parce que je trouve que c'est un vent de liberté.
et comme je disais tout à l'heure, on a tous une façon de porter un foulard. On a tous des matières qu'on préfère et c'est ça que je trouve assez formidable. Et c'est aussi certainement pour ça que je n'ai pas créé une maison du départ. C'est que il y a beaucoup d'étapes en fait avant d'arriver à avoir quelque chose d'assez structuré. Je préférais commencer avec quelque chose qui était à transformer, à réinventer, mais en existant déjà là pour m'intéresser à ce qui m'importait vraiment. Et aujourd'hui, on a des carrés de soie de fabrication française. En fait, tout ce qui peut être fait en France est fabriqué en France. Hermès style, entre guillemets, vous êtes un peu sur le même... alors pas les mêmes prix. Ouais, c'est pas les mêmes prix, on est d'accord. Et pas la même marque et pas la même histoire. En fait, pas le même... on est là que depuis 30 ans. Donc, à la fois, c'est beaucoup... à l'échelle de beaucoup de marques qui se créent et d'une marque que j'aurais pu créer, par exemple. Donc, c'est beaucoup, mais finalement, les grandes maisons sont là depuis beaucoup plus longtemps. Donc, mais c'est vrai qu'on a cette envie de créer dans les règles de l'art du mieux possible, de tout faire à la perfection, de s'entourer des meilleurs, que ce soit des artistes, des ateliers, voilà, à tout niveau, les meilleures matières. Donc, on a de la soie, du coton, du cachemire, du lin. On fait beaucoup de choses dans nos ateliers aussi avec combien beaucoup de personnes, petits ateliers. C'est un peu plus de 20 personnes. Ah oui, c'est une toute petite cellule de créativité. Donc tout est possible en fait. Où tout est possible. Et après, on a des partenaires des ateliers partenaires pour imprimer, tisser et des partenaires pour distribuer aussi. Alors raconte-nous l'histoire de notre partenariat. Donc l'histoire. Alors je vais le montrer quand même à la caméra. Bon, on a plein de. Alors on a 2 couleurs pour le lancement, une troisième qui arrivera après. Et donc c'est une étole incroyable. Ou une laine douce, très très douce. Et c'était ça qu'on voulait faire quand on s'était parlé. C'était une étole doudou en fait. Parce que c'est vrai que tout à l'heure je disais on a tous une façon, c'est la cape des super-héros, c'est l'écharpe qui protège, qui rassure. Je voulais pas non plus qu'on fasse un foulard pour être assimilé à un foulard justement qu'on peut porter pendant un traitement. Je voulais quelque chose qu'on porte comme un réconfort, c'est ça. Donc cette laine douce, la fougue de Hope en fait, avec ses chevaux, la vitesse, le mouvement, c'est ça que j'ai voulu capturer en fait de ton énergie et de l'énergie de Hope, avec une étole framboise, couleur du logo, et celle-ci noire pour être plus facile aussi à porter, pour qu'on puisse la porter tous les jours, parce que c'est ça qui est important aussi. Une étole, ça nous accompagne. Alors comment tu t'es... Là, tu les as dessinés toi, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu t'es raconté dans ta tête? Comment tu avais envie, justement, parce que tu as déjà accompagné des femmes, qu'est-ce que tu as envie de dire et de raconter à travers ce partenariat, au-delà de ce côté doudou? Quel message tu as envie de faire passer? Il y a 2 messages, c'est le côté doudou et le côté force. J'espère que du dessin, on voit l'énergie, l'élan, la force, la vie, la vitalité. Et c'est ça, en fait, c'est une étole qu'on peut garder avec cheval au galop, c'est des chevaux qui courent. Et c'est cette idée à la fois de réconfort avec la douceur et cette idée d'élan, de force, d'énergie qu'on n'a pas toujours quand on est malade. Et on a toujours des personnes autour de nous, des relais qui peuvent nous porter. Et cette étole, elle est là un tout petit peu pour ça. Enfin, ou pour aussi rappeler, parce que souvent une étole c'est un cadeau. Et on se rappelle quand on porte une étole, on se rappelle en général de la personne qui a offert l'étole. Et donc c'est aussi un symbole, un lien, un témoignage d'un moment ou d'une personne qui a offert ce cadeau, ou alors tout simplement une rencontre avec toi ou ton équipe incroyable. Et ça peut être tout ça en fait. Cette étole, elle raconte beaucoup de choses, et surtout, et moi c'est ça que j'aime avec Il était une fois, c'est que l'histoire elle continue
une fois que l'étole elle est faite et qu'elle appartient à quelqu'un, l'histoire elle continue et chacun invente et écrit sa propre histoire. Et c'est ça que je trouve assez formidable. Alors des collabs, t'en fais plein, hein. T'en as fait avec le MoMA, c'est ça? Alors, avec pas le MoMA, la musée d'art moderne. La Maison Matisse. Ouais, Matisse. Une petite collection de 4, les 4 saisons de Matisse. Pas celui-là, mais avec des artistes. Exactement. Et donc cette collaboration avec la Maison Matisse est en effet au MoMA depuis quelques jours. C'est génial, ça, quand même, donc ça, c'est vraiment chouette. Et tout au long de l'année, on va avoir de très très belles collaborations. Il faut rester connecté sur nos réseaux sociaux. On a de très belles annonces qui vont arriver. Et quels sont tes objectifs là? À 5 ou 10 ans, la Maison Pétrus, est-ce que tu seras encore là? Ou est-ce que tu auras encore peut-être changé de projet parce que tu auras amener la Maison Pétrus là où tu pensais que c'était le mieux pour elle? Alors c'est une vraie question parce que quand j'ai repris Pétrus il y a 7 ans déjà, ça paraît, j'ai l'impression que c'était hier, mais 7 ans quand même, on a le temps de faire des choses. Je pensais, parce que j'ai souvent, tous les 7 à 10 ans, je change en fait. Donc c'était presque écrit que 7 ans après, j'allais faire autre chose. 7 à 10 ans après, j'allais faire autre chose. Et c'est vrai que je n'imaginais pas faire la même chose tout le temps. Je pense que ça me rassure aussi d'une certaine façon, de me dire que tout est toujours possible et que je ne me suis pas enfermée dans quelque chose. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est que peut-être pour la première fois, au lieu de changer complètement radicalement, je pense que j'intègre des nouvelles dimensions et je capitalise sur quelque chose qui peut-être pour la première fois me ressemble vraiment et donc qui peut-être pour la première fois me permet de me projeter plus longtemps mais en y rajoutant des nouveautés. Et c'est pour ça certainement aussi que j'ai eu envie de célébrer les 30 ans, de dire que cette année elle était importante parce que je ne voulais pas parler des 7 ans de reprise, ou je préférais parler des 30 ans de la Maison Pétrus, de tout ce qui va se passer tout au long de l'année, et surtout des nouvelles ouvertures, des nouveaux partenariats. J'évoquais, parce que je ne peux pas en parler encore, des grands partenariats qui vont être révélés, et des grands dialogues avec des grands musées et institutions qui vont être révélés tout au long de l'année. Mais c'est vrai qu'on a aussi des très belles histoires qu'on est en train de tisser sur le sujet de l'éducation. Et ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La formation au métier de manuel, et en particulier... Ça, quand tu touches, c'est quand même juste incroyable. De la couture. Et donc, c'est ça qu'on ouvre, en fait, pour l'année des 30 ans. C'est encore plus loin sur l'impact et en particulier sur les sujets d'éducation, de transmission et évidemment toujours en gardant cette fibre de pouvoir accompagner des structures comme Hope par exemple qui font un travail incroyable et sur un sujet sur lequel on peut faire un dialogue, on peut avoir ce foulard, voilà, il a une vraie histoire et c'est ça qui est chouette. Donc là, c'est Il était une fois Hope. Année du cheval de feu, très important. On est en plein nouvel an chinois donc cette nouvelle ère qui s'ouvre, cet élan, cette fougue, j'espère, accompagnera cette étole et cette histoire pour les mois et les années qui viennent. Donc on ne fait jamais de pub normalement, mais en fait, donc cette étole, si on veut soutenir Hope, c'est un moyen de soutenir Hope, puisqu'une partie des fonds sera reversée à Hope. On peut la trouver sur le site de Pétrus. Oui, on peut la retrouver sur le site internet pétrus.com. On peut la retrouver dans nos boutiques, puisqu'on a des boutiques en propre, à Bordeaux et à Paris notamment. Et dans notre réseau plus largement, ça viendra certainement dans un deuxième temps, parce que comme toi et moi, on est très rapide et qu'on fait les choses très très vite, on ne l'a pas intégré dans une collection, on n'a pas pu attendre en fait la prochaine collection pour l'intégrer. Donc pour que ce soit distribué plus largement dans le réseau Pétrus, il faudra qu'on attende un petit peu. En tout cas, Florence, merci beaucoup d'être venue nous raconter tout ce qui se passait dans ta tête, tout ce parcours incroyable. Tu es quand même un exemple, parce que de se dire, voilà, je vais switcher, je vais changer de vie, en fait, les 1000 vies, les 1001 vies de Florence Lafragette, avec tous ces partenariats. Ses 1001 partenaires. Il était une fois. Il était des fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Si vous avez aimé cette émission, vous partagez, vous likez, et c'est important pour nous, puisque la Maison Pétrus soutient l'association Hope. Je vous dis à très bientôt. Salut.